AJPI, association d'assurés engagés et responsables, présente Sud Radio, le grand matin week-end, la force de l'engagement. Muriel Réus. Bonjour Muriel. Et bonjour Jean-Marie. S'engager contre la prostitution des mineurs, c'est la thématique dont on va parler dans un instant avec votre invité, puisqu'on a le plaisir de recevoir la ministre déléguée en charge de l'enfance, Sarah El Haïry. C'est aussi une thématique qui vous tient à cœur, et ce, depuis longtemps, Muriel. Oui, forcément. Et en France, la prostitution des moins de 18 ans est formellement interdite et tout mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnelle, est réputé en danger et relève de la protection du juge des enfants. Les associations estiment qu'entre 15 000 et 20 000 mineurs se prostitueraient, un chiffre en hausse de 70% en 5 ans. Ce fléau touche principalement des jeunes filles âgées de 15 à 17 ans, souvent initiées à la prostitution entre 13 et 15 ans. Ces mineurs, filles et garçons, ont souvent en commun d'avoir été victimes ou confrontés à diverses formes de violence, à des ruptures familiales ou scolaires. Cependant, l'explosion des réseaux sociaux a transformé le paysage de la prostitution des mineurs en élargissant considérablement les risques au-delà de groupes traditionnellement considérés comme vulnérables. Dans cet univers numérique, où ils communiquent, jouent, se socialisent, les jeunes banalisent leur conduite, avec souvent une totale méconnaissance et une minimisation du risque de se retrouver en situation de vulnérabilité face aux prédateurs et aux réseaux organisés. Et dans la trajectoire qui mène certains jeunes vers la prostitution, l'exposition précoce à la pornographie joue un rôle significatif. Et les statistiques sont effarantes. À 12 ans, près d'un enfant sur 3 a déjà été exposé à du contenu pornographique. 62% des jeunes découvrent la pornographie avant d'entrer au lycée et plus de 82% des mineurs y ont été exposés. 44% des jeunes ayant déjà eu des rapports sexuels déclarent avoir tenté de reproduire des scènes violentes vues dans ces contenus pornographiques. Et avec 2/3 des enfants de moins de 12 ans possédant un smartphone, l'inquiétude sur leur sécurité est plus que justifiée, d'autant que de nombreux parents pensent leurs enfants en sécurité. Il devient donc urgent d'initier des conversations ouvertes sur les dangers des interactions en ligne, d'installer de sérieux contrôles parentaux sur les appareils numériques, de surveiller l'utilisation des réseaux sociaux par les mineurs. En 2021, le gouvernement a lancé un plan interministériel de lutte contre la prostitution des mineurs doté de 14 millions. Aujourd'hui, où en sommes-nous face à cette problématique toujours préoccupante? C'est de cela que nous allons parler ce matin. Et comment, de quoi et de qui protéger nos enfants? On en parle avec votre invité Muriel, puisqu'on a le plaisir d'accueillir la ministre déléguée en charge de l'enfance, Sarah El Haïry. Bienvenue à vous. Vous êtes l'invitée de Muriel Réus. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Alors, on va revenir sur la prostitution des mineurs, dont on vient de parler. 15 000, 20 000 mineurs en France seraient concernés d'après les associations. Vous avez dit dans une de vos interviews récentes, « Je veux briser le tabou de la prostitution ». Comment allez-vous faire ? Je veux briser ce tabou parce qu'il faut briser le silence. C'est pas facile d'imaginer que son fils ou sa fille au collège, qui est adolescente, se prostitue. Et donc, on se retrouve avec un malaise, une difficulté à aborder le sujet, sauf qu'aujourd'hui, la prostitution change de visage. Vous l'avez dit, et je suis 1000 fois d'accord, un mineur qui se prostitue est d'abord un enfant en danger, qu'il en ait conscience ou non. Aujourd'hui, nous voyons se développer 3 types de prostitution d'une certaine manière et donc 3 situations de mise en danger des enfants. Il y a ce qui est historique, la traite humaine, des réseaux de passeurs, souvent, qui exploitent des jeunes filles, en situation souvent d'ailleurs parfois irrégulière et qui les maltraitent. Nous luttons contre ces passeurs avec bien sûr les forces de sécurité intérieure. Mais on voit 2 nouveaux phénomènes qui sont dangereux et qui touchent toutes les classes sociales, tous les territoires, sans exception. D'abord, l'arrivée des réseaux sociaux, et vous l'avez dit, de plateformes nouvelles qu'on connaît moins. Demandez à un parent et peut-être à vos auditeurs, qui connaît OnlyFans ? Personne chez les parents aujourd'hui. Alors même que ces plateformes sont réservées aux adultes, la réalité, c'est que même quand vous êtes mobilisé, engagé, que vous regardez le téléphone de vos enfants, que vous en discutez, vous n'avez pas cette alerte. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, les outils et l'accès, surtout à Internet, amènent d'une certaine manière une prostitution numérique. On vend une vidéo, on vend une photo, ça ramène de l'argent, mais il ne faut pas se tromper. C'est un engrenage difficile, et il faut le briser. Pour ça, nous avons lancé bien sûr des campagnes d'information à l'intérieur des écoles, le Je Gère, par exemple, mais pas que. La formation, bien sûr, des enseignants et des adultes autour. Et puis un nouveau phénomène qui touche aussi beaucoup de personnes, mais avec un silence assourdissant, les loverboys.
des jeunes garçons qui vont séduire des jeunes filles principalement sur les réseaux sociaux ou les sites de rencontres traditionnels et qui finalement vont se transformer, se métamorphoser en proxénètes. Ils vont les taper, les battre physiquement et puis les prostituer. Sauf que quand vous avez présenté un jeune garçon comme votre petit copain, que vous en êtes amoureuse, bien vous avez honte de dire à vos parents que finalement il s'est transformé. Et donc ce silence s'installe et c'est là où il faut briser des tabous. Moi j'invite les parents à profiter de ces longs week-ends que nous allons vivre en particulier pour discuter, peut-être sans tabou, en tout cas essayer d'écouter ces enfants sur la situation. Est-ce qu'ils, oui ou non, ils ont eu accès à du porno et que ce n'est pas grave. Et que s'ils se retrouvent dans des situations d'engrenage, qu'ils n'ont pas à avoir honte, mais surtout qu'on peut les aider. Un seul numéro à retenir, le 119. Alors, dans ce chiffre noir des mineurs prostitués, des études disent que 15 000 d'entre eux proviendraient de l'aide sociale à l'enfance. Depuis des années, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer les conditions de placement, d'hébergement, de traitement des enfants confiés à l'ASE. Depuis le décès de plusieurs jeunes, des voix s'élèvent aussi parmi les parlementaires de tout horizon pour réclamer la mise en place d'une commission d'enquête chargée de dresser un état des lieux du système de la protection d'enfance qui est aujourd'hui sous votre responsabilité. Isabelle Santiago, à l'initiative de cette commission d'enquête, dit qu'elle veut montrer qu'il y a un autre possible pour l'aide sociale à l'enfance. Vous lui répondez quoi? Bien sûr que j'y crois. Évidemment, dans l'intérêt des enfants, d'abord et avant tout, je ne serai jamais de celles qui mettent de la poussière sous le tapis. Aujourd'hui, la protection de l'enfance vit une crise, et une crise importante pour beaucoup de raisons. Plus d'alerte, c'est vrai, et donc plus de placements, mais aussi moins de professionnels. Aujourd'hui, un milieu qui est de plus en plus difficile. Et donc, pour répondre à cette crise, il faut se mettre tous autour de la table. Je n'irai chercher aucune responsabilité individuelle. À chaque fois qu'un enfant est en difficulté, alors qu'il est protégé, ou malheureusement qu'on vit un drame, puisque nous avons vécu des drames, alors ce sont des drames collectifs. Et la responsabilité, elle est collective. Tous les adultes ont la responsabilité de protéger les enfants. Alors comment on fait? Comment on brise ce cercle vicieux? D'abord, bien sûr, en appliquant toutes les lois, et toute la loi en entier. Ça veut dire quoi? Tous les décrets, par exemple, de la loi Taquet. Oui, 2 semaines après mon arrivée, mais 2 semaines, les enfants sont toujours hébergés dans des hôtels. C'est interdit aujourd'hui. Oui, 2 semaines après mon arrivée, ça a été une de mes priorités, sortir ce décret. Aujourd'hui, il n'y a plus d'enfants de moins de 16 ans ou en situation de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'ils sont en situation de handicap dans des hôtels. Et plus aucun enfant. Vous vous engagez là-dessus? Il n'y en a plus? C'est la loi. Et tous ceux qui non, le respectent... respectent... c'est la loi, j'entends bien, mais est-ce qu'elle est appliquée? On a eu quelques décès là, ces derniers jours quand même. Vous savez, à chaque fois que c'est nécessaire, et je n'aurai jamais la main qui tremble, je lancerai les contrôles pour voir si la loi est effective. Et je suis aux côtés des départements pour accompagner la mise en œuvre. Parce que, disons les choses telles qu'elles sont, dire que l'hôtel n'est pas la règle, bien sûr que c'est nécessaire. Et c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai sorti comme texte. Après, il y a des exceptions, c'est vrai, mais ces exceptions, elles sont extrêmement limitées. Jamais plus de 2 mois et surtout jamais seul. Un enfant ne doit jamais se retrouver seul dans un hôtel. Écoutez, on va espérer que le terrain vous donne raison. Ces mineurs qui se prostituent ont souvent en commun aussi le fait d'avoir été victimes de violences. J'ai reçu il y a 2 semaines le juge Durand, qui après 3 années de coprésidence de la Ciivise et de travail reconnu par l'entièreté des associations et des victimes, a été remercié assez brutalement, il faut le dire. Alors la Ciivise, après avoir recueilli près de 30 000 témoignages et mis en lumière ce chiffre noir de 160 000 enfants victimes de violences chaque année, a aussi produit 82 mesures. Qui pour les mettre en œuvre et qui pour les incarner, ces mesures? Moi, je voulais d'abord commencer par saluer les travaux de la Ciivise, parce que ces 3 ans ont été extrêmement structurants. Plus de 30 000 témoignages, une parole qui se libère, un tabou qui se brise avec l'inceste, et pour autant, des violences sexuelles faites sur les enfants tous les 3 minutes. Un enfant qui meurt, souvent dans le foyer familial, tous les 5 jours. La réalité, c'est que ces 82 mesures, il faut les mettre en place. Et pour les mettre en place, d'ailleurs, une d'entre elles a déjà été mise en place. Je vais vous donner un exemple très concret. La loi Santiago, qui a été votée et qui permet de retirer l'enfant finalement de ne pas imposer à un enfant une visite parentale et de suspendre l'autorité parentale pendant une procédure. C'est une énorme avancée. C'était une des recommandations de la Ciivise. Les autres propositions, je souhaite les mettre en place parce que je crois que c'est nécessaire et je les mettrai en place avec une Ciivise ayant une nouvelle gouvernance. J'ai demandé à la Ciivise de me proposer... On a un timing là-dessus. On sait quand la Ciivise va redémarrer à travailler. Les travaux ont recommencé. Maintenant, c'est la question de la gouvernance qui est à poser. J'espère, dans les prochains jours, je pourrai annoncer définitivement comment elle sera organisée et quelle est la feuille de mission. Ce qui est certain, c'est que pour moi, l'essentiel, c'est qu'on n'oublie pas les victimes
qu'elle puisse continuer à parler et trouver l'écoute nécessaire, mais surtout de prévenir qu'il n'y ait plus demain de victimes supplémentaires. C'est ça la réalité et c'est ça ma priorité et je le ferai avec évidemment les membres de la Ciivise. Alors, longtemps auréolée d'une image positive liée à des considérations humanitaires, l'adoption internationale est critiquée pour ses pratiques douteuses et illicites. Dans le rapport de la mission d'inspection interministérielle sur ces pratiques, le gouvernement a reconnu des manquements collectifs dans la protection due aux enfants. On estime à peu près 120 000 Français adoptés à l'étranger. Qu'allez-vous faire pour prévenir ces risques qui sont par exemple comme ceux d'obtenir des enfants avec un minimum de formalités, d'avoir des versements d'importantes sommes d'argent à des intermédiaires peu soucieux de la sécurité de ces enfants? Quel est le programme de lutte contre cela? Vous savez, quand je suis arrivée, j'ai voulu rendre public rapidement ce rapport pour plusieurs raisons. Parce qu'un pays comme le nôtre, un pays qui est fort, il doit pouvoir regarder avec vérité ce qui s'est passé. Et ce qui s'est passé est dramatique. Il n'y a pas de quoi être fier. J'ai lu dans ce rapport des situations où on a déplacé des enfants d'un orphelinat à l'autre pour qu'on ne puisse pas retrouver ses parents. Des situations où on a émis des visas pour des raisons médicales, mais en réalité ce n'était pas le cas. Et ce sont des pratiques illicites. Il y a eu des drames. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Ou c'est moins le cas, même s'il faut rester vigilant. Le pic, c'était plutôt dans les années 2000 où il y avait jusqu'à 4000 adoptions par an. Aujourd'hui, nous sommes à 200 adoptions par an environ. Qu'est-ce qu'on a fait entre-temps pour que ça ne se reproduise pas? Eh bien d'abord, autoriser un seul organisme dans chaque pays comme interlocuteur. Interdire l'adoption individuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut plus partir seul dans un pays et adopter. Non, il faut passer par des organisations et de manière collective. Et puis surtout, suspendre les adoptions dans les pays où il y a des drames humains, des crises humanitaires. Parce que oui, la misère amène au pire. Et donc pour protéger ces enfants, alors il était nécessaire de les suspendre. J'ai par exemple aujourd'hui la suspension des adoptions avec Haïti, ce n'est qu'un exemple. Mais ces enfants, qui sont aujourd'hui pour un certain nombre d'entre eux des adultes, ils ont besoin d'accéder à leurs origines. Et c'est pour ça que j'ai saisi le Conseil national de l'adoption et le Conseil national de la protection de l'enfance pour travailler à une sorte de guichet unique d'interlocuteurs pour retrouver ces origines, pour mettre la lumière sur les situations qu'ils ont pu vivre. Pour se construire, on a besoin de connaître la vérité. Aujourd'hui, la France reconnaît ces pratiques illicites, mais il faut aujourd'hui encore accompagner les enfants devenus adultes qui sont en réalité des victimes, voire des familles qui ont été victimes parce qu'elles n'étaient pas toutes à l'époque conscientes ou informées, ou même volontaires. De exactement. Alors, il y a un sujet qui vous tient à cœur, c'est Je peux pas, j'ai climat. J'adore. Qui est du 25 au 30 mars. Une semaine d'action et de sensibilisation à la transition écologique, qui est d'ailleurs, je le rappelle, cette transition écologique, une des premières causes d'engagement des jeunes. Donc, il va y avoir une semaine d'action avec le concours de jeunes engagés en service civique. Et je le rappelle, le service civique, c'est ce dispositif qui permet aux jeunes de dédier 6 à 12 mois de leur vie à un engagement citoyen. Alors, comment votre ministère va s'impliquer dans cette opération? Moi, je trouve cette opération passionnante pour une raison toute simple. Moi, je ne crois pas à l'écologie de l'apocalypse. Je crois plutôt à l'écologie de la résurrection, de l'espoir, de l'espérance, de l'action. Et je ne peux pas. J'ai climat, c'est exactement ça. Concrètement, tous les jeunes en service civique aujourd'hui dans notre pays vont s'arrêter la semaine prochaine pour faire des missions environnementales. Et lesquelles, par exemple? Par exemple, ils vont participer à planter des arbres, ils vont, par exemple, nettoyer certains endroits, certaines plages, faire attention et informer sur les conséquences des mégots sur la pollution de l'eau. Ils vont informer aussi les plus jeunes sur les bonnes pratiques, participer à des tris. Mais en tout cas, ils s'engagent. Et moi, je crois à une société qui prend en main son destin. Et comment on peut construire de la confiance dans notre avenir sans finalement mettre notre jeunesse en situation d'action et donc finalement reprendre les rênes. C'est pour ça que je crois à ce magnifique projet Je ne peux pas, j'ai climat, parce que aujourd'hui c'est une semaine qui va être extrêmement intense et ça a vocation à s'élargir et en général à se généraliser avec plus de 50 000 jeunes qui seront en service civique on en a écologique. 50 000. Et si les jeunes veulent participer, ils font comment? Il y a un numéro, il y a un téléphone, il y a un site? Service civique, exactement. Il y a le site du service civique où on peut trouver toutes les missions qui existent. Moi, j'invite tout le monde à le faire. C'est à partir de 16 ans. Ça peut aller jusqu'à 25 ans, voire 30 ans si on est en situation de handicap. C'est indemnisé et c'est une magnifique aventure humaine.
Alors, cette situation de l'enfance, elle est compliquée, on le sait. On compte beaucoup sur vous, vous le savez. Toutes les associations, les personnes engagées, les victimes comptent vraiment sur votre engagement. Vous allez vraiment le mettre en place, cet engagement, de façon concrète. Vous savez, moi je crois que ce qu'on a de plus précieux, de plus cher, c'est évidemment nos enfants et notre famille. Et encore plus dans un monde qui est agité. On voit la guerre, on voit le dérèglement climatique, on voit tout ça. Et le seul refuge, c'est la famille. Et parfois, dans sa propre famille, il y a des choses graves qui se passent. Cette famille qui souvent est le lieu de l'insécurité et des violences. Exactement. Faut le dire. Et face à ça, il faut la puissance publique. Mais je n'y arriverai pas seule. J'y arriverai si aujourd'hui et demain, les associations sont à nos côtés. Mais elles sont les là. départements Alors comment vous voulez à nos côtés. les embarquer avec vous, les associations, parce qu'elles sont là. Avec des paroles de vérité, avec des actions de vérité. Et je serai au rendez-vous des textes. En 2 semaines, on a sorti les décrets sur les hôtels, le décret sur le mentorat et le parrainage, mais en donnant aussi une vision positive. Parce que l'essentiel, c'est que ces enfants ne restent pas stigmatisés, ne soient pas stigmatisés, qu'ils puissent se construire. Et pour ça, il faut leur donner un cadre de confiance. Moi, je crois qu'il faut regarder les problèmes tels qu'ils sont. Il ne faut jamais détourner le regard. Mais il faut aussi tendre la main à ceux qui font. Aujourd'hui, je crois, par exemple, à l'accompagnement des assistants familiaux. Vous savez, c'est ces familles d'accueil. Je crois au développement... qu'on n'arrive pas à renouveler parce qu'elles partent toutes à la retraite et dont on ne trouve pas la succession, d'ailleurs. Exactement. Et aujourd'hui, Comme les crèches, d'ailleurs. Il manque 10 000 professionnels sur les plages de crèches existantes aujourd'hui. C'est un vrai sujet aussi, ça. Autant, vous savez, les professionnels de la petite enfance comme les professionnels aujourd'hui de la protection de l'enfance, de l'animation, les éducateurs, c'est cette grande famille des métiers du lien, des métiers du monde social, et aujourd'hui qui vit une crise particulière. Une crise de sens, c'est vrai, mais aussi une crise de rémunération. Il faut dire les choses. Il faut les payer davantage. Il faut les payer mieux. Oui. Mais une des actions, c'est pour ça que moi je crois plutôt à l'action Como. La première chose que j'ai faite pour la petite enfance, c'est revaloriser les salaires. J'ai annoncé, avec le soutien de l'État, 150 euros par mois. Exactement, 150 euros net par mois en moyenne. Suffire pour les faire revenir ? Mais écoutez, 150 euros net par mois en moyenne, c'est une augmentation qui existe, qui est réelle et qui change en réalité le quotidien de la fin du mois. Maintenant, ça ne suffira pas. Il faut des conditions de travail de qualité. Donc il nous faut des établissements de qualité, des crèches. Et par exemple, on accompagne avec des prêts bonifiés, c'est-à-dire qui sont soutenus, des crèches de qualité, mais aussi des foyers qui accueillent nos enfants de qualité. Moi, je serai au rendez-vous de tous ceux qui veulent avancer. Je ne veux pas juste une chose, que finalement, on passe notre temps à chercher la responsabilité et qu'entre-temps, on ne s'occupe pas des enfants parce qu'eux, ils ont besoin de nous aujourd'hui et pas des grands débats ou des grands mots ou des grandes interpellations. Bon, ce qu'on ne pourra pas vous reprocher, c'est votre énergie, votre détermination. Ça, c'est clair. Je rappelle, je protège mon enfant.gouv.fr. Allô, enfance en danger, le 119 pour les parents qui auraient besoin d'être accompagnés sur ces sujets de prostitution si importants. Merci. N'ayez jamais honte. Je pense que chaque parent peut appeler. En tout cas, il y a des professionnels pour accompagner, pour aider. Merci, je vous propose de revenir dans quelques mois dans cette émission. On fera un petit bilan d'étape comme ça. Avec grand plaisir. Merci Sarah El Haïry. Je rappelle que vous êtes ministre déléguée en charge de l'enfance. Merci à vous Muriel. On vous retrouve dimanche prochain. À dimanche, Jean-Marie. Sud Radio, le grand matin week-end. La force de l'engagement. Muriel Réus. Avec AGP, association d'assurés engagés et responsables.